Bienvenue dans Le Débat. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui a l'air un peu d'un détail, mais qui en dit vraiment très long sur le foot d'aujourd'hui. Les numéros de maillot. On voit de tout sur les terrains de Ligue 1, des chiffres classiques aux plus improbables, et ça soulève une vraie question. Est-ce que le numéro est devenu avant tout une sorte de carte de visite personnelle, un espace d'expression pour le joueur, ou est-ce qu'au fond, tout ça reste très encadré par les traditions du foot, les règles du club, et même des symboles qui nous dépassent ? Pour moi, la tendance est claire, on est entré dans l'ère de l'individualisme et de la liberté quasi totale. Le dissident. Et de mon côté, je vais défendre l'idée que cette liberté, elle n'est qu'une façade. Derrière quelques choix originaux qui font parler, le système reste en fait profondément verrouillé. Verrouillé par des traditions bien plus fortes, par la mémoire des clubs et par des contraintes sociales qu'on ne peut juste pas ignorer. La marge de manœuvre est bien plus étroite qu'on ne le pense. Alors, posons les bases. En Ligue 1, la règle est simple, ok ? Tu peux choisir n'importe quel numéro de 1 à 99. Le 1 est réservé à un gardien, mais pour le reste, c'est open bar, quoi. Ça, c'est le cadre. Et dans ce cadre, la vieille coutume des numéros 2 à 11, qui correspondait à des postes précis, franchement, elle a pris un sacré coup de vieux. C'est devenu une sorte de folklore, une référence pour les nostalgiques si on veut. La vraie dynamique aujourd'hui, c'est la personnalisation. Le numéro, c'est plus juste un identifiant, c'est une marque, une signature. Le maillot devient une toile. Le dissident. Une toile, vraiment. Ou plutôt un cadre avec un tout petit espace pour dessiner au milieu. Une toile, j'insiste. Regarde les exemples, ils sont partout. On a les joueurs qui affichent leurs racines. Abdoulaye Touré prend le 94, son année de naissance. D'autres, comme Sangaté, Ikoné ou Belkebla, portent fièrement le 93, leur département d'origine. C'est un message fort, tu vois, c'est voilà d'où je viens. Mais ça va encore plus loin, on entre dans l'intime, dans le personnel. Bradley Barcola, au PSG, il choisit le 29. Pourquoi ? En hommage à Alex Hunter, le héros d'un mode carrière du jeu vidéo FIFA. C'est sa culture, c'est sa génération. Moïse Bombito à Nice prend le 64. Ce n'est pas un code postal, non, c'est le numéro du bus qu'il prenait enfant. On est dans la biographie personnelle. Et que dire de Junya Ito à Reims avec son 39 ? En japonais, 3-9 se dit « Sankyu », ce qui sonne comme « thank you ». C'est un jeu de mots, un clin d'œil. C'est la preuve que les joueurs s'approprient cet espace pour raconter quelque chose d'eux, bien au-delà de leur position sur le terrain. Le dissident... Je vois très bien les exemples, là ils sont sympathiques, je ne le nie pas, mais pour moi ce sont des anecdotes, des histoires qui cachent la forêt. Tu parles de liberté, mais cette liberté s'arrête très très vite. Prenons ta première affirmation, la tradition des numéros 2 à 11 serait du folklore. Vraiment ? C'est tout sauf du folklore, c'est la grammaire même du football. C'est le langage que tout le monde comprend. Un numéro 9, ça veut dire buteur. Un numéro 10, c'est le maître à jouer. Ça a un poids, un prestige immense. Je te pose une question simple. Tu connais beaucoup de grands défenseurs centraux qui rêvent de porter le 10 ? Non, bien sûr que non. L'idée même nous paraît absurde. Et cette absurdité, c'est la preuve la plus éclatante que la tradition n'est pas morte du tout. Elle structure encore toute la hiérarchie des numéros, mais elle ne la contraint plus comme avant. Un joueur comme Vitinha au PSG porte le 17 en étant un milieu créatif. William Saliba, un des meilleurs défenseurs du monde, porte le 2 en équipe de France, ce qui est traditionnel, d'accord, mais il porte le 12 à Arsenal. On voit bien que les lignes bougent. Ces numéros historiques, le 7, le 9, le 10, sont bien sûr désirés, mais quand ils sont pris, les joueurs ne se rabattent pas sur le 12 ou le 13 par dépit. Non, ils créent leur propre histoire avec un 29, un 39, un 93. Ils construisent une nouvelle mythologie. Le dissident, tu dis, il crée, mais est-ce que c'est un vrai choix ou est-ce que c'est une compensation ? Pour beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent dans un club, les numéros prestigieux sont déjà sur les épaules des cadres. Le choix d'un 38 ou d'un 42, ce n'est pas toujours une affirmation d'identité, hein. C'est souvent le numéro qu'on leur donne, celui qui reste. Et même quand ils ont le choix, vouloir un numéro exotique, c'est aussi une façon de contourner la pression. Porter le 9 ou le 10 dans un grand club, c'est lourd. Il y a toute l'histoire du club qui pèse sur tes épaules. Choisir le 44, comme Ekitike, c'est peut-être aussi une manière de dire « je ne veux pas être comparé aux légendes, je veux être moi-même ». C'est une liberté, mais une liberté qui naît d'une contrainte. Là, je ne suis pas d'accord. Je pense que tu minimises vraiment l'intention des joueurs. Quand Barcola choisit le 29 pour un personnage de jeu vidéo, ce n'est pas par défaut. Le PSG aurait pu lui donner un autre numéro. C'est un acte délibéré qui parle à une génération pour qui la culture gaming est aussi importante que l'histoire du foot des années 80. C'est une rupture culturelle. Il transforme un identifiant en déclaration.
Le dissident. D'accord. Alors parlons de la vraie rupture, du vrai pouvoir. Le pouvoir, il n'est pas chez le joueur, il est chez le club. Et la preuve ultime, ce sont les numéros retirés. Là, on ne parle plus de folklore ou de préférence, non, on parle d'interdiction pure et simple. La liberté de Barcola s'arrête net le jour où il voudrait prendre le 30 à l'OM, qui est éternellement celui de Steve Mandanda, ou le 29 à Rennes, celui de Romain Danzé, ou le 24 à Saint-Étienne, celui de Loïc Perrin. Ces numéros sont sanctuarisés. Ce ne sont pas des exceptions, ce sont des actes politiques forts du club qui disent « la mémoire collective, l'histoire de l'institution est supérieure à n'importe quelle volonté individuelle ». Mais c'est justement parce que c'est rare que ça a autant de points. On parle d'une poignée de numéros dans toute l'histoire du championnat. Ces hommages sont des gestes exceptionnels pour des joueurs exceptionnels. Ils confirment la règle par leur rareté. Pour 99% des joueurs, pour 99% des numéros, la liberté est la norme. Le fait de retirer le 9 à Nantes pour Emiliano Sala, c'est un acte d'une puissance émotionnelle incroyable et personne ne le conteste. Mais ça ne change rien au fait qu'à Angers, à Brest ou à Toulouse, un joueur peut choisir le 64 parce qu'il se souvient de son bus d'enfance. Le dissident. Je ne vois pas ça comme ça. Je ne vois pas ça comme une exception qui confirme la règle. Non, je vois ça comme la démonstration de la limite fondamentale du système. Ta liberté existe, oui, mais elle s'exerce dans un jardin dont les murs sont définis par le club. Tu es libre à l'intérieur du jardin, mais tu ne peux pas toucher aux murs, et ces murs sont infranchissables. Regarde Lens, le numéro 17, retiré pour Marc-Vivien Foé. C'est la mémoire d'un drame. Le numéro 12, réservé aux supporters, au 12e homme, c'est la célébration du collectif. Ces deux décisions, à elles seules, te disent tout. Le foot, ce n'est pas qu'une somme d'individus. C'est une histoire, une communauté, parfois une tragédie. Et ça, c'est inscrit sur les maillots. Un joueur qui arrive à Lens peut être aussi créatif qu'il veut avec les numéros restants, mais il ne touchera jamais au 12 ou au 17. Sa liberté totale est déjà amputée de ses symboles. D'accord, l'institution a son mot à dire, je te l'accorde, mais même en dehors de ces cas extrêmes liés à des légendes ou des drames, l'éventail des possibles reste immense. On est passé d'un système où ton numéro te définissait, c'est le 6, il ratisse au milieu, un système où c'est toi qui définis ton numéro. Le 66 de Trent Alexander-Arnold à Liverpool n'avait aucune signification avant lui. Aujourd'hui, il est iconique. C'est lui qui lui a donné son sens. C'est ça la vraie révolution, le dissident. Et cette révolution a des limites encore plus insidieuses, qui ne viennent même pas du club, mais de la société elle-même. Et là, on touche au cœur du problème. Le choix d'un numéro n'est jamais un acte purement personnel, parce qu'un numéro n'est jamais juste un chiffre. Il est lu, il est interprété, il est jugé par le public. Le cas le plus frappant, c'est celui de Yevandiu Fanis. Le gardien choisit le numéro 88. Un choix a priori anodin, peut-être lié à on ne sait pas vraiment pourquoi en fait. Sauf que le 88, c'est un code bien connu des néo-nazis pour dire Heil Hitler. Le joueur, qui n'était visiblement pas au courant, a dû l'abandonner face au tollé. Attends, là tu prends un cas extrême et heureusement très rare. C'est un incident isolé, regrettable et qui a été corrigé. Le système a fonctionné, le joueur a compris et a changé. Ça ne remet pas en cause la liberté pour les 97 autres numéros qui ne posent aucun problème. C'est un garde-fou nécessaire, pas une négation du principe de liberté. Le dissidente, mais si justement, c'est la meilleure preuve de mon argument. Ce n'est pas un garde-fou, c'est la démonstration que la signification sociale d'un numéro peut littéralement écraser la volonté individuelle. Son choix personnel a été annulé par une signification collective qu'il ne maîtrisait pas. Ça prouve de la manière la plus éclatante qui soit que tu n'es jamais vraiment libre de choisir parce que ton choix est toujours reçu et interprété par les autres. Le numéro ne t'appartient pas, il appartient à celui qui le regarde. Et ce n'est pas le seul cas. Prends un numéro comme le 69. À Lyon, c'est parfaitement acceptable, c'est le numéro du département du Rhône, c'est une fierté locale. Mais imagine un joueur qui le choisit à Marseille ou à Paris. Il serait immédiatement perçu comme une provocation ou une blague un peu lourde à cause de sa connotation sexuelle. Donc tu dis que même la géographie dicte les choix. C'est un peu tiré par les cheveux, non? Le dissident. Pas du tout. Ça montre que la liberté n'est ni totale ni universelle. Elle est conditionnelle et contextuelle. Le même numéro peut être un hommage ici et un problème là-bas.
Ce qui est un acte d'affirmation identitaire à Lyon devient une source de moquerie ailleurs. Comment peut-on parler de liberté totale quand le sens de ton choix dépend de la ville où tu joues? La réalité, c'est que le joueur navigue dans un champ de mines symboliques. Il doit tenir compte de la tradition du poste, de l'histoire du club et des codes de la société. Au final, l'espace pour sa créativité pure est assez réduit. Je trouve que tu peins un tableau beaucoup trop sombre. Pour moi, au final, le constat est clair. On vient d'une époque où le numéro était une fonction, un simple outil pour que l'arbitre et les commentateurs identifient un joueur à un poste. C'est terminé. Aujourd'hui, la dynamique de fond, le mouvement que rien n'arrêtera, c'est l'appropriation du numéro comme un élément de narration personnelle. C'est du storytelling, quoi. Les contraintes que tu décris existent, bien sûr, je ne suis pas naïve. Mais elles sont marginales. Ce sont les vestiges d'un ancien monde face à la vague de l'individualisme et de la créativité. Le champ des possibles s'est considérablement élargi et c'est là que se joue le football moderne. Le dissident. Et pour moi, tu es fasciné par les quelques arveaux créatifs et tu oublies la forêt des règles qui structurent tout. La liberté individuelle est bien réelle, oui, mais elle s'exerce dans une cage, même si les barreaux sont parfois invisibles. Ces barreaux sont les 3 murs dont j'ai parlé. L'histoire du foot et le prestige des petits numéros, la mémoire du club et ses numéros sacrés, et enfin les normes de la société avec ses tabous et ses symboles. Ce ne sont pas des vestiges. Ce sont les fondations sur lesquelles les joueurs peuvent, à la marge, décorer leurs petites cellules. Les choix personnels ne sont que des aménagements à l'intérieur de ces murs, pas une remise en cause des murs eux-mêmes. On peut sans doute s'accorder sur le fait que le phénomène est plus complexe qu'il n'y paraît, qu'il y a une tension permanente entre ces deux forces, l'envie de se raconter et le poids du maillot qu'on porte. Le dissident. Absolument. Et cette tension, c'est ce qui rend le sujet intéressant. Ce n'est pas juste une histoire de chiffres, c'est une fenêtre sur l'évolution du joueur, du club et du sport lui-même. Entre l'affirmation du « moi » et le respect du « nous », le football n'a pas fini de négocier. Et observer comment les futures stars choisiront leur numéro, ce sera une manière de prendre le pouls de ce sport. Le sujet est loin, loin d'être clos. Bienvenue dans Le Débat. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui a l'air un peu d'un détail, mais qui en dit vraiment très long sur le foot d'aujourd'hui. Les numéros de maillot.